Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Jetpack Compose, le nouveau UI Toolkit de Android. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement parler du système. Donc, ce ne sera pas très long, voir un peu ce qu'on a actuellement. On va faire un petit tour de Jetpack Compose. Il y a énormément de choses dans Jetpack Compose, donc c'est clair que sur une présentation, c'est pas possible de parler de tout. Donc, j'ai parlé rapidement des trucs que j'ai bien aimé quand j'ai commencé à toucher à ça. Dans le state management, tout ce qui est modifier. Après, on va regarder un peu du code Jetpack Compose. Euh, Peut-être pas en écrire, mais au moins on va un peu naviguer dessus et peut-être même à l'occasion, on va taper quelque chose. Et on va voir aussi ce qui se fait aujourd'hui au-delà de Android et on va finaliser par ça. OK. Donc, aujourd'hui, on fait du dev Android euh, et on utilise ce qu'on appelle le View System. Bon, ici, quand je parle de View System, je parle plus du UI Toolkit actuel qui est là depuis le début d'Android, hein, depuis, je pense, 2007, 2007, oui, depuis 2007. Donc, un UI Toolkit, c'est assez simple, hein, c'est tous les éléments qui sont fournis par le framework pour pouvoir faire du UI ce qui est bouton, texte, graphics, animation, voilà. Donc, tous ces outils-là pour pouvoir créer du UI, mais aussi tous les outils pour le développeur, en fait, pour pouvoir facilement créer ce UI-là avec, par exemple, comme qu'on a sur Android, le Android Studio UI Editor, pour pouvoir voir visuellement ce qu'on fait en XML, ou bien le Visual Layout Editor pour tout ce qui est construire layout. Donc, tous ces outils-là, les outils au niveau de l'IDE, les API du framework, pour pouvoir faire du UI. C'est tous ces ensembles-là qui font un peu le UI Toolkit. Et en faisant une recherche par rapport à ça, dans le livre Android que un des anciens de Android a sorti, il expliquait un peu que on a failli faire du JavaScript en fait pour écrire du Jetpack, pas du Jetpack, du code Android en fait, du UI. Là, aujourd'hui, on fait du Java, mais ça aurait pu, à un moment donné, être du JavaScript parce que au moment où on voulait prendre cette décision-là, bah, dans Google, il y avait déjà une team qui avait déjà tout préparé. Euh, Faire du JavaScript avec du XML, avec tout ce qui est rendering, tout était déjà prêt, en fait. Mais heureusement pour nous, un des cofondateurs de Android, Andy Rubin, avait déjà décidé que ce serait du Java. Donc, on a eu du Java. Dieu merci. Euh, donc, ça, c'est rapidement, c'est quoi le système. Donc, techniquement, comment ça se passe? Donc, tu vas créer un layout, OK? Donc, ici, on a un exemple d'un constraint layout qui a comme vue enfant un text view. Donc, tu vas donner les informations comme les ID, comment cet élément-là va se positionner en fonction des autres. Donc, quand tu as fait tout ce boulot-là, bah, après, il faudra euh, que tu traites ça, en fait, au niveau de ton activity ou bien ton fragment ou bien de ta vue customisée. Donc, ici, par exemple, on fait un fan view by ID pour récupérer l'élément qu'on a déclaré dans le layout. Puis après, on va faire des actions là-dessus. Donc ici, on voit qu'on va changer l'attribut texte de TextView pour mettre, par exemple, quelque chose. Donc, on voit que c'est très impératif, en fait. Euh, donc, ça, c'est une vue très, très simplifiée du vue système. Il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus complexe, hein. Mais bon, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Mais si on veut sortir quelques bons points, c'est que, par exemple, normalement, si tu ne fais pas du data binding, bah, tu n'as pas de logique dans les XML. Et aussi, tu as la toute puissance des qualifiers qui te permettent, par exemple, de créer des layouts en fonction de plein de paramètres, hein. Ici, j'ai donné l'exemple de la densité d'écran, de l'orientation, de la localisation. Donc, ça te permet de vraiment customiser, en fait, ce que l'utilisateur voit en fonction du device et de la configuration qu'il a. Ah, les points qui peuvent être négatifs, c'est par exemple le fait qu'on utilise deux langages. Bon, XML, c'est un langage de markup, hein, mais c'est quand même un langage. Donc, on a du XML et du Java. Donc, l'idéal, c'est d'avoir qu'un seul langage.
Les exceptions, bah, si tu fais une référence à un ID qui est dans un XML, mais qui n'est pas chargé dans l'activité que tu es en train d'utiliser, tu peux facilement créer des crashs dans ton application. Et aussi, tout ce qui est vue customisée, si vous avez déjà essayé de créer des vues customisées sur Android, c'est pas du tout facile. Bah, il faut étendre vos view ou view group, il faut créer les layouts, il faut créer tout ce qui est attributs, bah, il faut tout ce qui est theming. Euh, il y a plein de fichiers un peu partout juste pour créer une custom view. Donc, on verra que sur le Compose, bah, c'est pas le cas. Il y a un truc qui se met devant l'écran. Comment on enlève ça? Je vais quitter voilà, je vais le mettre plus bas. Donc, ok. L'autre point, c'est l'aspect stateful en fait des views sur le view system. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, on a fait un point texte qui est au fond un set texte en fait. Donc, on va muter directement l'état de la vue. Et c'est pas forcément la meilleure des choses en fait quand on veut avoir un code propre et qui est facile à maintenir. Donc, le stateless est préconisé. Et on verra que c'est un aspect qui a été pris en compte dans la conception de Jetpack Compose. Et donc, pendant ce temps-là, nous, depuis 2007, on est dans ce monde-là, XML, etc. Bah, les choses ont bien avancé. Bah, on a Facebook qui nous a sorti React Native, qui a complètement changé le game dans tout ce qui est user experience. Il y a Flutter aussi qui est sorti. Euh, Flutter d'ailleurs qui vient aussi de Google. Donc, comme quoi, tu as plusieurs équipes dans Google, mais ils n'ont absolument rien à voir. Il y a Apple aussi qui a sorti Swift UI et tous ces frameworks UI-là, en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont déclaratifs. Et les développeurs, ils aiment ça, en fait, parce que c'est beaucoup plus simple à utiliser, c'est beaucoup plus intuitif. En parlant de déclaratif, qu'est-ce que ça ressemble à quoi? Donc, ça ressemble un peu à ça. Bon, si on prend l'exemple de React Native, bon, ne me demandez pas d'expliquer ce qui se passe sur l'écran parce que je ne sais pas faire du React Native. Mais après, c'est du code, on voit un peu et on comprend. Et on voit que c'est assez concis et c'est assez facile à lire, en fait. Juste avec un seul écran, on voit tout ce qui se passe pour produire un bout de UI. Alors que pour faire un peu l'équivalent sur du système classique, tu vas devoir créer du XML à côté. Donc, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Donc, ça, c'est l'exemple de React Native. Et tu as aussi l'exemple du Flutter qui a pris un parti pris que j'aime bien parce que ici, tu as tout avec un seul langage. Avec du React, tu as un peu ce bout de code-là qui ressemble à du XML. Je pense qu'ils appellent ça JSX, ou oui, je pense que c'est ça, JSX. Donc, c'est un peu, bon, c'est un peu bizarre de l'avoir dans le code JavaScript, mais bon, c'est assez intuitif, hein. Ça ressemble un peu à du data binding sur Android. Mais ici, bah, tu as du Dart du début à la fin. À aucun moment, tu as un autre langage. Donc, c'est un aspect de Flutter que j'aime beaucoup. Même si que c'est un nouveau langage qui est introduit, en fait, pour les développeurs mobiles. Mais c'est assez intéressant, cette façon de faire. Donc, du coup, avec tout ça, à un moment donné, il fallait que aussi les équipes de Google aussi fassent quelque chose. Déjà parce qu'ils sont tellement bien payés qu'il faut qu'ils passent leur temps à réinventer des choses qui marchent déjà, qu'ils vont toujours réinventer parce que bah, il faut qu'ils produisent. Donc, ils ont pensé à créer un nouveau UI Toolkit qu'ils ont appelé Compose. Et moi, j'ai essayé de lister un peu les raisons pour lesquelles ils ont voulu faire ça. Déjà, le Vue System, il a été créé, c'était les débuts hein, de Android. Donc, il n'y avait pas encore ces centaines de milliers, peut-être même millions de développeurs Android aujourd'hui qui peuvent donner du feedback. Il n'y avait pas ça, c'était juste une équipe de... D'ailleurs, les premiers codes du Vue System, c'est une personne hein, qui l'a écrit. En 24 heures, il a écrit la première... Le Vue.java, je pense, il a écrit quand ils ont commencé à parler de tout ce qui est Vue System, c'était très rapide. Après, on connaît un peu l'esprit des boîtes américaines, ça a été très, très vite. Donc,
Il n'y a pas cette lourdeur là pour venir, OK, on va faire des réunions pour voir comment. Ils sont allés très, très vite, en fait, pour prendre des décisions. Donc, très, très rapidement, ils ont mis en place le vieux système. Il a grandi, l'équipe Google a grandi. Mais malheureusement, les choix qu'ils avaient pris au début, euh, bon, ce n'étaient pas forcément les meilleurs choix. Donc, la communauté Android, si vous suivez un peu la communauté, bah, il y a beaucoup d'API de Android, du vieux système qui sont critiqués, ne sont pas forcément developer friendly. OK? Donc, ici, dès le départ, ils ont voulu intégrer en fait les développeurs dans la conception. Le développement de Compose, c'était ouvert. Dès les premiers bouts de code de Jetpack Compose, ils ont mis ça en open source. Je pense qu'ils en ont parlé pour la première fois à Google I/O 2019. Donc, ils ont parlé de Jetpack Compose. Et c'était même pas en alpha, en fait. C'était en preview, quelque chose. Il fallait utiliser une version précise de Android Studio pour pouvoir tester et tout. Donc, c'était assez bien de faire ça. Donc, impliquer les développeurs pour fournir une API qu'ils ont eux-mêmes contribué à mettre en place. Aussi, un autre point qui était hyper important, c'est le fait de ne pas avoir en fait le toolkit intégré au framework Android. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, prenons un exemple simple. Imaginons qu'on est je ne sais plus en quelle année, mais on est au niveau de la version 4.0. Il y a la version 4.0 de Android qui est sortie. Par malheur, il y a un bug sur un des composants TextView. Bah, pour fixer ce bug-là, bah, c'est sur la version 4.1 ou bien la version 5.0 que ce fixe va être apporté. Et connaissant la lourdeur de Android et surtout la fragmentation de Android, les utilisateurs, des développeurs qui utilisent ce TextView-là, c'est peut-être dans 3 ans qu'ils vont recevoir ça en fait sur le téléphone. À moins qu'on les oblige eux tous à changer de téléphone et prendre celui qui a la dernière version d'Android, ce qui n'est pas possible. Donc, le fait d'extraire le UI Toolkit du framework, c'est un bénéfice énorme parce que ça permet de pouvoir itérer facilement euh, sur le UI, sur tout ce qui est UI, sur tout ce qui est compose, tout en avançant sur le framework en général. Donc, les deux avancent de manière indépendante. Donc, ça, c'est un point pour moi, une des raisons importantes pour eux qui les poussé à créer Compose. Aussi, un autre truc, c'est aussi la lourdeur qu'on a aujourd'hui sur Android. Activity, fragment, custom view et tout ça avec le cycle de vie et tout ça. C'est compliqué. Aujourd'hui, il y a un petit tableau que j'ai fait après, tout à l'heure. Vous allez voir ça qui va vraiment simplifier tout ça, en fait. Oui, à part ça aussi, oui, tout ce qui est state management, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, on a des sets un peu partout, les budgets qui gèrent eux-mêmes leur état, et nous, dans notre code, on est obligé d'être connecté à l'état interne d'un budget pour pouvoir le manipuler. Donc, c'est très, très compliqué et facilement, il y a plein de bugs qui peuvent sortir de ça. Ils ont facilité tout ça avec une gestion du state qui est simplifiée. Et aussi, un des points importants aussi, c'était de permettre aux développeurs de pouvoir écrire du code, de pouvoir écrire moins de code. On verra que Compose, ça simplifie vraiment les choses, en fait, pour pouvoir écrire en moins de lignes de code, donner le maximum d'informations, décrire le maximum, avec le maximum d'informations, un bout de UI. Bon, après, le développeur qui veut écrire un composable avec 10 000 lignes, il peut toujours le faire, hein. Ça, ils ne peuvent pas nous forcer à le faire, à ne pas le faire. Et aussi, oui, s'aligner à l'industrie actuellement, parce qu'on a SwiftUI, on a Jetpack Compose, excusez-moi, on a Flutter et tout ça. Bah, il fallait s'aligner en fait pour pouvoir, parce que c'est une course, hein. Si tu ne t'alignes pas aux standards de l'industrie, bah, tu verras de plus en plus de développeurs qui vont aller faire du Flutter, qui vont aller faire autre chose. Voilà. Donc, il y a ce why-là, mais il y a aussi le timing, en fait, de Jetpack Compose. Parce que depuis 2017, il y a le langage Kotlin euh, qui est intégré, qui est supporté par Android. Et ce langage-là, bah, il fait toute la différence. On connaît aujourd'hui les propriétés de Kotlin, concis, simple d'utilisation, puissant, langage très moderne. Donc, le fait qu'on ait Kotlin
a beaucoup facilité la création de ce framework-là. Et aussi, un des aspects de Kotlin, c'est le nouveau compiler de Kotlin qui offre un système de plugins, en fait, qui te permet aujourd'hui de pouvoir, à une certaine étape de la compilation, de pouvoir intercepter le code qui est généré par le front-end du compiler et de pouvoir enrichir, par exemple, une classe ou bien enrichir une fonction. Donc, c'est typiquement ce genre de choses-là que, en fait, Jetpack Compose fait pour pouvoir nous fournir, en fait, une API aussi simple et aussi facile à manipuler. Et aussi, l'expérience qu'ils ont accumulée au cours de ces dernières années, depuis 2007, qu'ils ont créé, maintenu le vieux système. Donc, ils savent ce qui marche pas. Donc voilà. Et aussi, le dernier point, bah, c'est aujourd'hui des exemples concrets qu'ils ont avec React Native, Flutter et les autres. Un des gros contributeurs du compilateur de Jetpack Compose, Lilam quelque chose, c'est un ancien de Airbnb, au temps où ils étaient à fond dans du React Native. Donc voilà, voilà. Donc côté le pourquoi et côté le timing de pouvoir le faire. Et aussi, ce que je veux rajouter par rapport à ça, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire ça avec du Java. On sait déjà Java, il est intégré au framework Android. Donc, on l'a vu, hein. Pendant qu'on était à Java 8, nous, on était toujours à Java 6 ou Java 7. Donc, c'était pas très facile d'itérer sur Java. Alors qu'aujourd'hui, Kotlin, tu peux voir une application qui tourne sur Kotlin 1.0 et une autre qui tourne sur 1.6, par exemple. Et tu peux mettre à jour Kotlin juste en mettant en jeu une dépendance dans ton fichier grade 2. Donc, Kotlin, donc Java, ça aurait été difficile en fait de mettre en place tout ça en utilisant le langage Java. Hum, Donc, Jetpack Compose. Donc, c'est quoi Jetpack Compose? Donc, Jetpack Compose, c'est déjà un, un framework, un ensemble d'outils open source. Donc, aujourd'hui, c'est disponible sur, je pense, GitHub ou bien le système de code source de Google, là, je pense qu'il s'appelle Repo, qui permet de pouvoir récupérer tout le code source qui est produit par Google. Donc, c'est open source, donc tu peux aller voir comment c'est écrit et tout. Donc, c'est déclaratif. Donc, tu vas décrire exactement ton UI au lieu d'écrire du code de manière impérative, en fait. Donc, c'est de la déclaration. Euh, donc, euh, donc, ça ressemble beaucoup à de la DSL, en fait. Donc, c'est très facile à lire et aussi à écrire. Donc, c'est du full Kotlin. Donc, aujourd'hui, pour écrire du Jetpack Compose, tu vas utiliser du Kotlin. C'est pas disponible en Java. Et j'espère que ça ne sera jamais disponible en Java non plus. Euh, donc, ça, c'est un peu l'ensemble des points. Je vais revenir juste les salles qui vont suivre. Je vais prendre quelques-uns de ces points-là pour un peu expliquer ça. Par contre, celui que j'ai pas mis dans les slides, c'est l'avant-dernier point sur le preview qu'on va plus regarder euh, pendant la petite démo. Et aussi tout ce qui est documentation, on verra ça au niveau au niveau de la démo. Mais ils ont une excellente documentation, hein, donc et on verra comment c'est utilisé. Donc, le premier point, le côté déclaratif de la chose. Donc là, un peu, on a un bout de UI en Jetpack, en Compose. Donc, pour déclarer un bout de UI, bah, c'est créer une fonction. Tu ne vas pas créer de classe, c'est juste une fonction que tu vas créer. Et aussi, tu ne mets pas cette fonction dans une classe, c'est une fonction à elle tout seul. Donc, tu crées une fonction qui est annotée par addComposable. Bon, Apela, c'est pas de l'annotation processing, hein. C'est juste, c'est plus un mot-clé ici, comme le suspend qu'on a avec les coroutines. C'est exactement la même chose. Donc, ici, on a un composable conversation qui peut en paramètre un ensemble de messages. Donc, message ici, c'est juste une data class que j'ai définie juste au-dessus. Et à l'intérieur, on va utiliser d'autres composables en fait qui viennent du framework. Donc, c'est typiquement comme ça qu'on va créer du UI avec Jetpack Compose. Et le composable, il ne retourne rien. Donc, on va vraiment décrire tout ce qui se passe. Et on va donner la main à Compose pour qu'il puisse rendre ça pour nous. Donc, c'est aussi simple que ça. OK? Un point qui est important avec Jetpack Compose, c'est que tu ne peux pas appeler une fonction composable dans une fonction qui n'est pas composable. Donc,
exactement comme les suspends des coroutines. Il ne peut pas appeler une suspend une fonction qui n'est pas suspend. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je peux dire aussi par rapport à ça? Hum, ouais, peut-être c'est le côté Kotlin de la chose. Donc là, on voit que c'est du code Kotlin qui est basique en fait. On a les fonctions, des extensions de fonctions, on peut faire des if, des else, des while, on peut faire vraiment tout ce qu'on a, tout ce dont on a accès dans un code Kotlin basique, on a accès à ça sur du Jetpack Compose. Et ça, c'est hyper intéressant en fait. Donc, toute l'expérience qu'on a accumulée dans l'écriture du code propre, lisible sur du Kotlin, on peut tout appliquer ici. Donc, si on revient sur un peu un composable, par exemple, j'ai pris l'exemple du message item. Donc là, on a le mot-clé compose, add composable. On a les paramètres. Donc, les paramètres ici, ça peut être de la donnée, ça peut être des événements. Donc, un événement, par exemple, ça va être une fonction qu'on va passer en paramètre à cette fonction. Ça peut être aussi de la config. Quand je parle de config, c'est par exemple les modifiers qu'on va voir plus tard pour décorer un peu les composables. Et à l'intérieur d'un compose, on a les composables fils qui vont en fait créer en fait l'arbre de ton interface. Donc, comme son nom l'indique, hein, compose, donc composable, c'est la composition, donc c'est pas l'héritage. Donc, on va juste composer des autres composables pour créer notre interface graphique. Donc, ça, c'est pour le côté fonction de Jetpack Compose. L'autre aspect, c'est le fait que bah, Compose interagit bien avec le view system qu'on a actuellement. Euh, Ça, c'est un point qui était obligatoire pour que Jetpack Compose puisse fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, on a des applications qui datent, qui ont des années d'existence et qui sont tous full view system. Donc, si tu veux introduire un nouveau UI toolkit sans pouvoir interagir avec l'ancien UI toolkit, ça va être compliqué parce qu'ils ne pourront pas du jour au lendemain supprimer toutes les vues XML et tout remplacer en fonction composable. Donc là, on a par exemple le Compose View qui va te permettre aujourd'hui de pouvoir mettre du Compose dans une application classique. Donc là, dans l'Activity, on va récupérer la Compose View en faisant un bed find view by ID. Et à l'intérieur, on fait le set content qui nous plonge dans le monde du Jetpack Compose. Donc là, à partir de là, on pourra créer nos composables et faire tout ce qu'on veut avec. Il y a aussi l'autre sens, c'est pouvoir, dans un monde Compose, utiliser du view system. Ici, le seul use case que je vois sur ça, c'est, disons, on a une application existante et qu'on a créé des views custom qui sont très complexes et qu'on n'a pas envie de forcément réécrire en Jetpack Compose. Donc, du coup, on va pouvoir essayer de les utiliser dans le monde Compose, en fait. Donc, c'est le seul use case que je vois pour ça. Sinon, ouais. Donc, voilà un peu quelques points que j'ai voulu souligner. J'ai créé un petit tableau pour résumer un peu, pour faire une petite correspondance entre ViewSystem et Jetpack Compose. Donc, quand tu veux créer un écran sur le ViewSystem, tu crées un composable sur Jetpack Compose. Plusieurs écrans, plusieurs composables. Tu veux créer des fragments, tu crées des composables. Tu veux créer une custom view, tu crées un composable. Tu veux les boutons, les text view, les spinners, tout ça, c'est des composables aussi. Donc, ça a été grandement simplifié. Donc, toute la lourdeur qu'on avait avant dans le monde Android, on a mis tout ça de côté, dans le mode view system, on a mis tout ça de côté pour avoir un élément commun, c'est le composable. Donc, voilà. Après, tu verras différents types de composables hein, en fonction du niveau. Par exemple, pour un écran, tu auras plus un composable stateful, par exemple. Mais par exemple, pour un bout de UI dans ton écran, ben, tu vas plus privilégier le stateless. Donc, voilà. En parlant de stateless, stateful, machin, là, bon, on va parler de tout ce qui est state management. OK, donc state management. Donc, prenons par exemple ce bout de UI. Donc, on a un composable qu'on a appelé edit text, qui n'a rien à voir avec le edit text du système.
Donc, on a ce composable-là qui a défini à l'intérieur un text field. Le text field, c'est le composable qui te permet de pouvoir écrire, saisir du texte à l'écran. Donc ici, par défaut, on a mis comme valeur hello. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on lance ce composable-là? Bah, on tape sur l'écran, on fait des choses, on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien qui bouge en fait. On supprime, on déplace le curseur, on rajoute du texte, mais ce composable-là, il n'est pas mis à jour. Si on était dans l'ancien monde avec le edit text, bah, juste en déclarant edit text dans le XML, en commençant à en taper, bah, l'information change. OK? Ça ne marche pas comme ça sur Jetpack Compose parce que TextField est stateless. Lui, il ne va pas s'occuper de se modifier lui-même. Lui, il va juste dire, OK, passe-moi une valeur, je vais l'afficher. Et s'il se passe quelque chose, je te donnerai l'information. Donc, c'est ça qu'il gère. Donc, le onValueChange pour informer le composable appelant qu'il y a des choses qui ont changé. Et value pour que lui, il puisse se mettre à jour en fonction de ce qui est dans value, en fait. Mais maintenant, pour qu'on puisse, parce que bon, on ne peut pas créer aussi un text field et le laisser comme ça. Il faut que l'utilisateur puisse voir en fait ce qui se passe sur son écran. Donc, on va faire une petite modification. Donc, juste en rajoutant quelques informations, ben là, on arrive maintenant à taper, à faire des choses. OK? Donc, concrètement, ce qui se passe. Donc, on a toujours notre même composable, mais ce qui a changé ici, c'est qu'on a rajouté une ligne, un val value by remember mutable state of hello. Donc, cette ligne-là, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, mais c'est à cause de cette ligne-là que TextField arrive à se mettre à jour. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, déjà, on déclare une variable qu'on appelle value. On utilise ici le pattern délégué de Kotlin avec le by. On va revenir sur comment il est utilisé. Ici, le remember, c'est juste une mémoire, en fait. C'est juste une mémoire, c'est un composable d'ailleurs, remember, pour dire que, OK, si on rappelle ce composable-là et des textes, garde la valeur de value. Ne l'écrase pas, en fait. Ne la supprime pas, mais garde cette information-là. C'est juste une mémoire, en fait, qui est liée au scope de ce composable-là, en fait. Donc, c'est juste une manière de pouvoir garder une information au cas où ce composable-là est réexécuté. OK? Mutable set of, c'est juste un pattern observable du monde c'est juste le pattern observable du monde de compose, en fait. Dans le monde Java, on a Elix Java, on a Flow sur Coroutines, on a Live Data sur Android. Ici, je ne vais pas dire que c'est l'équivalent, mais c'est un peu ça. C'est du observable. Et qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de pouvoir informer un composable du changement de quelque chose. OK? Le changement d'une information, soit un objet ou bien ici une chaîne de caractères ou etc., un truc comme ça. OK? Donc, il y a mutable state, il y a le type mutable state qui te permet de pouvoir modifier l'information. Il y a un type state qui est immutable, donc qui va juste fournir une donnée et c'est tout. OK? Donc ici, on utilise le type mutable state parce qu'on veut vouloir changer la valeur de value. Parce qu'à chaque fois qu'on va taper du texte, on veut que value change et ça va nous permettre de pouvoir mettre à jour en fait notre text field. Donc ici, le côté délégué ici, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'aujourd'hui, mutable state of, lui, son type, c'est mutable state. Donc, au lieu d'avoir comme type value mutable state, avec le by, on a ici un type string, en fait. Donc, on va déléguer tout le comportement, en fait, de mutable state, en fait, à cet objet, à l'objet qui est généré par mutable state. Donc, ce n'est pas value qui va manipuler ça directement, mais il va plus déléguer ça. Donc, le get state, le get value, le getter et le setter de value, bah, ils sont délégués, en fait, à l'objet mutable state. Donc, du coup, comment on l'utilise? Donc, value ici, du text field, il va prendre la valeur value. Et onValueChange, vu que c'est une fonction pour nous dire que, OK, voici la nouvelle valeur qui a été saisie par l'utilisateur, qui est représentée par it. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va mettre it dans value. On va changer la valeur de value en lui passant it. Donc, vu que euh, ce, cette ligne-là, value égale it, c'est au fond un set value. Donc, automatiquement, le mutable state va recevoir l'information qu'il y a eu un changement. Il va informer le composable et ça va déclencher ce qu'on appelle une recomposition. On va revenir sur, sur cet aspect de recomposition-là. Donc, c'est un peu ça ici.
Donc, ici, typiquement, on a quoi? On a edit text qui est un stateful parce qu'il a en interne une gestion d'état, une gestion de states. On a textfield qui est stateless parce que lui, il ne gère aucun état, il donne juste l'information euh, à, à son appelant. OK? D'ailleurs, lui, il utilise ce qu'on appelle le state hosting. Le state hosting, c'est quoi? Le state hosting, c'est juste dire, OK, moi, je suis un composable, je ne gère pas mon état. Je délègue ça à celui qui m'appelle. Donc, je laisse la responsabilité à mon appelant de me fournir l'état pour que je puisse me mettre à jour. C'est tout. Euh, et aussi, quand il y a des changements qui se passent à l'intérieur, je ne vais pas modifier quelque chose en local, je vais plus pousser l'information en amont pour que mon appelant puisse réagir et donc déclencher une recomposition. Donc ici, si on reprend notre edit text, si on veut le transformer un peu en stateless, donc ça n'a pas de sens, hein, mais si dans le cas où on voulait le faire ici, bah, on va se retrouver avec un code comme ça. Donc on a edit text qui va plus avoir en local la ligne remember, mais il va plus prendre en paramètre la valeur du text field. Il va aussi prendre en paramètre la fonction en fait qui sera appelée quand l'utilisateur va saisir du texte. OK? Donc, quand on parle de state hosting, c'est le fait d'avoir ces deux éléments-là. La valeur et qu'est-ce qui se passe quand il y a changement de valeur. Donc là, edit text caller qui est l'appelant de edit text, c'est lui maintenant qui va euh, stocker l'état, ok? Et c'est cet état-là qu'il va passer en fait à notre edit text. Donc ici, on utilise une forme un peu différente de ce qu'on avait tout à l'heure ici. Avec le by remember, ici on fait un égal directement. Le égal, il va renvoyer un objet de type mutable state. Et on a ce qu'on appelle la décomposition sur du Kotlin. Donc, vu que mutable state a les méthodes component 1 et component 2, donc ça nous permet de pouvoir dire, OK, component 1, c'est value, et component 2, c'est le onTextChange. Donc, c'est une syntaxe sympa, en fait, qu'on a avec du Kotlin. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, comment ça se passe un peu les cycles de vie d'un composable? OK? Donc, nous, on connaît le cycle de vie d'une activity, d'un fragment ou des choses comme ça. On voit comment c'est lourd. On create, on resume, on machin. Il y a énormément de méthodes et c'est hyper lourd pour absolument. Bon, je ne vais pas dire que c'est pour rien hein, parce que ça sert vraiment, mais c'est vraiment lourd en fait pour nous, le développeur. Mais nous, aujourd'hui, sur du Compose, ben, ils nous ont simplifié les choses. On a principalement trois étapes. On a le fait de rentrer dans la composition, le fait d'être dans la composition, le fait de sortir de la composition. C'est aussi simple que ça. Bon, il faut définir c'est quoi la composition. La composition, c'est juste l'arbre qui est généré par les bouts de UI que tu as créé en fait. Tu as créé un composable et tu as appelé à l'intérieur différents composables. Cet arbre-là qui est créé, c'est ce qu'on appelle la composition. Donc, le fait de rentrer la composition, c'est le fait de rajouter un composable dans la composition actuelle. Le fait d'en sortir, c'est le fait d'en enlever. C'est aussi simple que ça. Typiquement, comment ça se matérialise? Tu as, par exemple, un composable où tu as une condition if, quelque chose affiche tel composable, else affiche un autre. Quand tu lances pour la première fois, si c'est le if qui est exécuté, bah, dans la composition, tu as juste le composable qui est dans le if et tu n'as pas le composable qui est dans le else. Mais si, par exemple, la valeur du prédicat change maintenant que tu rentres dans le else, maintenant, le, le composable qui est dans le if, qui était déjà dans la composition, il va sortir de la composition pour laisser place, par exemple, au composable qui va rentrer, qui est dans le S, qui est dans le else. Donc, c'est un peu vague à expliquer comme ça, mais c'est typiquement ça, en fait. Et ce qui est aussi intéressant dans ce life cycle-là, c'est que le composable, il peut être rappelé, il peut être recomposé plusieurs fois. Donc, recomposer un composable, c'est juste le réexécuter, en fait. Donc, tu as une fonction qui est annotée add composable. Le fait de faire de la recomposition, c'est de rappeler ce composable-là pour qu'il soit réexécuté. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui déclenche cette recomposition-là? C'est en général un state qui a changé. Parce qu'il prend en paramètre un état. Bah, si cette valeur-là change, il faut qu'on puisse le matérialiser côté UI. Et donc, il faut déclencher une recomposition. Donc, un composable peut être recomposé 0 ou plusieurs fois.
Donc, dans le cas de 0, c'est quand tu appelles par exemple texte et que tu lui donnes une valeur fixe. Donc, vu que cette valeur-là, elle ne change pas, donc elle ne sera jamais recomposée. Donc, c'est un peu ça typiquement pour tout ce qui est gestion euh, d'état et du cycle de vie. On va parler d'un autre composant, bon, sans transition, les modifiers. Donc, c'est quoi les modifiers? Les modifiers, c'est juste une façon de pouvoir décorer, en fait, ton composable. Par exemple, tu pourras lui donner, par exemple, la taille, faire du padding. Tout ce qui est accessibilité, ce sera géré dans les modifiers. Tout ce qui est rendre un composable cliquable, scrollable, etc., tout ça, ce sera dans les modifiers. Donc, c'est un pattern qu'ils ont mis en place pour permettre de pouvoir enrichir, en fait, un composable. Une seconde, je vais voir. Euh, donc là, ici, on a un composable ici. Donc, si on voit la ligne colonne ici, on a modifier.padding. Donc là, c'est typiquement comme ça qu'on va mettre le padding à, à colonne, par exemple, ce composable-là. Ici, on lui donne comme valeur 24 dp. Donc, on voit par rapport à ce qu'on avait avant avec les XML, tout est typé. Donc, on a une extension de fonction de int, une extension de propriété DP de la classe int ici. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir manipuler comme ça les valeurs sans forcément passer en paramètre une chaîne de caractères 24 DP. Donc, ici, on a le padding qui est ici un modifier qui va enrichir en fait le colonne. Ça aurait pu être un paramètre de la fonction, mais on comprend facilement pourquoi on n'a pas utilisé cette option-là, parce qu'il y a tellement de choses que tu peux faire. On va se trouver avec des composables avec des méthodes, avec des paramètres kilométriques, avec 10, 15, 20, 50 paramètres. Parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir rajouter un nouveau paramètre à un composable, il faudra rajouter un nouveau paramètre. Donc, on peut éviter ça. On a packagé dans le concept de modifier tous ces éléments-là qui sont susceptibles d'enrichir en fait un, un composable. Et c'est facile aussi c'est flexible parce que c'est facile à modifier. Tu peux rajouter facilement sans forcément modifier colonne en fait. Donc, là, on voit un peu l'utilisation de modifiers. Donc, on voit qu'il y en a énormément. Height, padding, il y en a plein, en fait. Et tout ça, ce sont des modifiers qui sont communs à presque tous les composables. Donc là, on a tout ça. Mais aussi, on a des modifiers qui sont spécifiques à des composables, en fait. Ce qu'on appelle les type-safe modifiers. Donc, c'est assez intéressant, ces type-safe modifiers-là, parce que ça va te permettre aujourd'hui, si tu as un modifier particulier que tu n'as pas besoin d'utiliser dans un autre composable, ben, ça ne sert à rien de le rendre disponible à ce composable-là, parce qu'un développeur comme moi va forcément le tester pour voir ce que ça donne. Et ça ne va pas forcément donner quelque chose de bon, parce que ça va peut-être faire crasher l'application, parce que c'est pas appliqué, il n'a pas été créé pour ce composable-là. Donc, ce type-safe modifier, donc là, ici, on a un exemple de weights, hein. Donc là, ce qui est seulement disponible pour column et row, et ça se comprend parce que si on a une ligne de composable et qu'on veut pouvoir dire quel est celui qui va prendre le plus d'espace en fonction des autres, donc ça s'applique à row et column de poids. Et ce n'est pas forcément un truc qui va s'appliquer à certains autres composables, par exemple. Donc, donc, c'est un peu ça l'idée. Et c'est un pattern aussi que tu peux utiliser toi-même dans tes composables. Imagine que je sais pas moi, tu as créé tu as un produit et tu as un framework que tu exposes où tu as besoin, en fait, où tu exposes des composables qu'une API. Donc, pour pouvoir rentrer dans ce même moule-là de Jetpack Compose, donc, tu vas fournir des paramètres, comme par exemple texte, un text field, il a le paramètre, par exemple, texte, mais aussi, il a des modifiers. Donc, les paramètres qui sont vraiment importants, tu peux les fournir directement en paramètres, mais tout le reste, tu peux les mettre sous forme de modifiers. Donc là, je donne un peu un exemple de comment on peut créer ce système de modifiers-là. Donc là, on a edit text ici qui est un composable.
et qui prend, par exemple, Custom Bottom. Custom Bottom, c'est un bouton que j'ai créé. Et si on voit ici dans le modifier, là, on a Custom Property de 10. Ça, c'est un modifier qui n'existe pas dans le framework Jetpack, dans l'API Jetpack Compose. Donc, c'est un truc qui a été créé. Et comment on le crée? Déjà, la définition de Custom Button, déjà. Ici, lui, il prend un paramètre, une fonction qui est une extension de fonction de Custom Bottom Scope. On va revenir sur ce qui est Custom Bottom Scope. Donc, lui, le fait de prendre en paramètre cette fonction-là, donc ça nous permet de définir un scope en fait, d'exécution dans lequel en fait, on pourra en fait, appeler, déclarer des modifiers. Donc, c'est que dans ce scope-là qu'on pourra le faire. En dehors de ce scope-là, on ne pourra pas en fait utiliser notre modifier custom properties. Et ce modifier custom properties, bah, il est défini dans ce scope-là. Donc, le scope, c'est juste une interface custom bottom scope qui définit une extension de fonction de modifier, donc custom properties, et qui va retourner aussi un modifier. Aussi, un aspect qui n'est pas souligné par rapport au modifier, il épouse un peu ce pattern builder-là. Donc, si on va bien, tu peux enchaîner les composables, on l'a vu au niveau de ce slide-là, en fait. Donc, tu vas fill max width et padding, donc tu peux enchaîner les composables, les modifiers. À chaque fois que tu appelles un modifier, il va te renvoyer l'objet modifier résultant, en fait. Donc, ça, c'est un aspect intéressant des modifiers. Et aussi, il va respecter l'ordre d'appel. Donc, le premier modifier qui est appelé, c'est le premier qui s'est exécuté, et ainsi de suite, jusqu'au dernier. C'est un aspect qui est assez important sur les modifiers. Donc là, un peu, c'est ce qu'on fait. Donc, on déclare une interface, un custom bottom scope, donc qui va représenter le scope, en fait, où on pourrait utiliser notre modifier custom property. Et c'est ce qui est utilisé ici dans le button. Mais dans le button, on ne va pas utiliser l'interface, on va utiliser l'implémentation de l'interface, donc Custom Bottom Scope Instance, et on l'appelle la méthode Contents, en fait, qui est l'extension de fonction qui a été fournie en paramètres de la Custom View. Bon, ça peut paraître un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude de faire du Kotlin, tout ce qui est extension de fonction et tout ça. Mais typiquement, c'est comme ça. Normalement, pour faire du Jetpack Compose, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Normalement, on va utiliser les modifiers qui sont built-in. Donc, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Mais ça nous permet de comprendre un peu comment c'est fait. Par exemple, dans le cas de row, tu as le row scope qui a un peu le même pattern. Tu as le column scope qui a le même pattern aussi. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais expliquer par rapport à du Jetpack Compose. J'ai vraiment couvert peut-être 1% de ce qu'on peut dire. Il y a énormément de choses qu'on peut dire sur le Jetpack Compose. Et ce qu'on va faire, on va passer sur la démo. On va un peu regarder du code. Et aussi, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bon, je vais changer le partage et puis partir sur celui-là. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller, on va le faire en même temps. Donc, en Allô? fait, je vais regarder ce qu'on a au niveau Bonjour, du chat. Souleymane. Oui. J'ai une petite question. Comment ça se passe pour le timing avec Jetpack Compose? Exactement. Est-ce qu'il y a un changement? C'est un aspect que je n'ai pas abordé. Oui, en fait, euh, quand tu es en mode material design, tu as ce timing-là qui est géré qui est géré en fait. Donc d'ailleurs, je vais le montrer directement dans le code. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. OK. Par exemple, là, ici, par défaut, quand tu vas créer un projet Jetpack Compose, automatiquement, tu vas avoir un thème qui va être créé. Suite Compose ici, dans mon cas. Donc, ici, typiquement, là aussi, c'est très différent de ce qu'on avait avant avec le vieux système où on avait du XML, tout ça là, dans les fichiers ressources. Ici, c'est toujours du code Kotlin. Donc, tu vas déclarer ici, c'est juste une fonction, c'est une autre composable qui est déclarée ici. Et on va étendre, on va réutiliser le material team. Le material team, il a plusieurs composantes qui vont former ton thème, en fait. Il y a tout ce qui est colors, il y a tout ce qui est typographie, il y a tout ce qui est shape,
en fait. Donc, ce sont ces trois composants-là qui vont former ton thème. Donc, les colors, c'est ce qu'on a d'habitude, hein, c'est primary colors, primary variant. Donc, toutes les couleurs, en fait, qu'on a dans un material design, tu vas pouvoir les définir ici, en fait. Et dans toute ton application, ce sont ces couleurs-là, ce sont ce set de couleurs-là qu'il va utiliser. Donc, à chaque fois que tu vas utiliser matériel theme .colors.background, ben, il va utiliser le color black, par exemple. Quand tu vas utiliser primary, il va utiliser le color black aussi, dans cet exemple-là. OK? Donc, ça, tu vas définir. Et aussi, tout ce qui est typographie, c'est la même chose. Donc, tu pourras définir ça directement ici. Donc, ici, dans notre cas, ici, on l'a défini dans ce fichier-là. Donc là, tu vas, là aussi, si on regarde un peu l'API, donc tout ce qui est body, tout ce qui est font, tout ce qui est H2, H4, tu peux tout redéfinir en fonction de ce que le designer t'a donné. Les tailles aussi, donc tu peux tout redéfinir en fait. Tu peux laisser par défaut, par exemple, body, peut-être c'est l'élément que tu as le plus utilisé. Donc, tu pourras lui fournir la police de caractère que le designer t'a fourni. Donc, c'est vraiment très customisable, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on n'a plus ce côté XML, mais maintenant, tout est en code et du code libre. Et aussi, ils ont, comment on appelle ça? Ils n'ont pas mis de côté aussi l'ancien système avec le fichier style.xml, ils ne l'ont pas supprimé. Ils ont mis en place un moyen de pouvoir réutiliser en fait ces choses, ce timing-là que j'avais déjà défini. Parce qu'on sait que des fois, pour certaines applications, tout ce qui est timing, ça peut être très, très costaud, très, très customisé. Donc, ça ne doit pas être très marrant de devoir tout redéfinir ici, en fait. Donc, ils ont cette possibilité-là de pouvoir réutiliser ce qu'on a mis en XML. Après, là, je ne l'ai pas utilisé mais c'est un truc avec, je pense que c'est MD quelque chose, MDC, Material Design, je ne sais pas quelque chose, là, je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Mais c'est bien possible. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, 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 ça répond très bien. Merci. Donc là, on va regarder un peu du code. Il faut que je démarre. Non, c'est pas ça. Déjà, je vais lancer l'application pour que vous puissiez voir c'est quoi le rendu. Euh, voilà. Donc, en fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un tweet euh, que j'ai voulu réécrire en Jetpack Compose. Bon, après, c'est pas un vrai tweet, hein. Bon, c'est un vrai tweet, mais euh, c'est pas exactement côté UI ce qu'on a avec un tweet, par exemple. Sur un tweet, par exemple, l'image là, elle n'est pas aussi petite, elle prend plus d'espace. J'ai eu un souci avec l'outil que j'ai pas pu bien faire ça. Il y a un truc que je n'ai pas forcément bien compris sur comment manipuler les images. J'ai pas pu l'agrandir, par exemple. Et aussi, d'habitude, il y a plusieurs images, il y a le support de plusieurs images, ce que je n'ai pas ici. Et typiquement, ça m'a permis de voir en fait combien c'est simple de pouvoir utiliser Jetpack Compose. En fait. Donc là, ici, si on regarde un peu l'architecture de cette vue-là, donc on a une toolbar ici, on a du contenu. Dans le contenu là, on a plusieurs éléments. On a la barre qui est en haut ici qui va nous permettre d'avoir la photo de profil, le nom du compte, son handle et des options à côté. On a le texte et on a une image et on a d'autres informations. Par exemple, typiquement, ça, déjà, la première chose qu'on va utiliser, c'est Scaffold. Scaffold, ça fait partie, c'est comme le scaffold, en fait, de Flutter, hein. Ça fait partie de l'API fournie par le view, comment on appelle ça, de design système de matériel qui est fourni. Donc, ça te permet aujourd'hui d'avoir le squelette aujourd'hui d'une application qui supporte du matériel avec la toolbar, button bar, floating action button, navigation drawer, tout ça là, tu peux l'avoir assez facilement sans devoir le faire toi-même en fait. Moi, c'est ce que j'ai utilisé ici pour avoir la toolbar en haut. Et puis, j'ai utilisé le contenu. J'ai utilisé que la toolbar et le contenu. Et ici, pour le contenu, si on essaie de disséquer ça, donc on a une première partie en haut ici euh, qui va contenir ces informations-là.
et juste en dessous, tu as le contenu, juste en dessous, tu as l'image, etc. Donc, c'est comme une stack. Et pour faire ce genre de truc-là, on ne va pas utiliser les V-Stack ou bien de Swift UI, hein, mais nous, on appelle ça plus un column. Donc, tu vois, ce sera arrangé de manière verticale. Et si tu veux arranger de manière horizontale, comme par exemple cet élément-là et ce groupe-là, tu vas utiliser row, par exemple. Donc, c'est aussi simple. On a des rows, des colonnes, des trucs comme ça. C'est assez simple. Donc, techniquement, on va voir ce qui se passe. Donc, on a ce composable-là. OK? Tweet screen qui prend en paramètre un tweet et un modifier. OK? Bon, en fait, le fait de toujours passer un modifier, ça, c'est un pattern, en fait, au niveau de Compose pour permettre à l'appelant de pouvoir enrichir le composable. En général, même, on ne le fait pas forcément pour un screen, on le fait plus pour des bouts du UI qui sont à l'intérieur, en fait, qu'on fait plus ça. Mais bon. Donc là, comme je le disais, on a utilisé le scaffold. Donc, si on regarde un peu l'API du scaffold, donc tout à l'heure, je parlais un peu de la documentation. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, je peux facilement regarder scaffold, afficher la documentation, voir ce que ça peut faire, sans forcément quitter mon IDE. Donc, ce qu'on sait faire déjà sur du code basique Kotlin Java hein, avec Android Studio. Donc, on arrive à le faire avec Jetpack Compose, ce qui n'était pas aussi évident avec l'ancien UI System. Donc là, on a, et aussi, un truc qui est tout bête, mais on a tous les paramètres qui sont possibles pour ce composable-là. Un truc qu'on n'avait pas aussi forcément avec l'ancien UI system. Donc là, on voit, par exemple, on a du top bar, on a du snack bar, on a du floating action button, on a du draw layout, on a vraiment tout, quoi. Du bottom, il est où? Bottom quelque chose là? Euh, je ne vois pas. Ouais. Et je pense que tu peux, il y a aussi le bottom view aussi que tu as aussi dans le scaffold. Donc, moi, ce que je fais, je prends le scaffold là, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin du contenu. Si on revient sur cette image-là, j'ai besoin du contenu et j'ai besoin de la toolbar. OK? Donc, moi, je vais prendre juste la toolbar. Donc, la toolbar là, donc, je l'ai définie à ce niveau-là. Donc là, ce que j'ai fait, donc, j'ai défini une toolbar. À l'intérieur, euh, j'ai mis une colonne. Bon, pourquoi j'ai mis une colonne? Parce que si on regarde encore l'image, j'ai un petit trait là, un petit divider que j'ai mis ici, qui n'est pas natif à Toolbar, mais que j'ai voulu, qui est dans le design d'un screen tweet. Je ne sais plus si c'est toujours présent d'ailleurs. On peut pouvoir mettre ça, donc c'est cette ligne qui est en haut, puis juste le divider qui est en bas. Donc, c'est pour cela que j'ai dû utiliser column. Donc, j'ai toolbar, j'ai top up bar qui est un composant du matériel design. Si on regarde un peu la signature, c'est dans Android X Compose Matériel. Donc, j'utilise top bar en fait pour pouvoir customiser une toolbar. Donc, ça nous donne plein d'options aussi, hein, comme par exemple le titre. Et ce qui est cool aussi, c'est que le titre, c'est aussi, il prend un paramètre un composable en fait. Donc, il prend un paramètre un composable, donc ça ouvre vraiment les possibilités. On peut faire n'importe quoi avec. Euh, Là, dans mon cas, moi, j'ai juste besoin d'afficher du texte. Et aussi, si on voit bien, j'ai le bouton retour qui est là. Et pour pouvoir faire ça, bah, c'est avec la navigation icon. Et je fournis le icon button ici, qui a son comportement avec le Reaper là pour pouvoir cliquer. Qui donne cet effet quand on clique dessus. Et à l'intérieur aussi, on va définir l'icône en fait qu'on veut afficher. Donc, tout ça, ce sont des composables. Et mon spacer là, il est là, c'est cette ligne là que j'ai définie en bas. Et je lui ai donné un background qui est en fait juste une couleur. C'est cette couleur. Ok. Donc, on voit que pour juste définir la toolbar, c'est relativement simple. Après, dans l'ancien système, c'est beaucoup plus simple que ça pour faire une toolbar. Mais là, au moins, tout est en Kotlin et ouais, à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ça ici. Donc, si on voit le contenu de cette vue-là, bon, on ne va pas tout faire, hein, on va juste voir quelques éléments. Par exemple, on va juste se concentrer sur le premier parce que je vois qu'on a déjà dépassé 1 heure.
On va juste se focaliser sur cet élément-là. Donc, si on voit cet élément-là, dans notre vue, c'est juste ce header content-là. Donc, ce header content, lui, bah, comment on appelle ça? C'est un stateless. Il prend juste son contenu et bah, il va, il va, il va se render en fonction du contenu qu'on lui a passé. Mais ici, ce contenu-là, c'est un tweet. Donc, un élément aussi que je voulais mentionner durant la démo, c'est le Ad Preview. J'ai un Ad Preview pour celui-là, normalement. Où est-ce que je l'ai défini? La preview. C'est pas celui-là. C'est là. Je vais la remonter. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a mon idée qui rame. Ok. Euh, ok. Donc, j'ai ça. Donc, la preview, bah, c'est un moyen de pouvoir afficher un bout de compose sans devoir le lancer sur un téléphone. Basiquement, c'est ça. Donc, j'ai ce composable-là. Je veux voir en fait comment il est sans devoir en fait le lancer sur un téléphone. Ben, je vais créer un autre composable que je vais annoter avec preview. Après, lui, il prend aussi plein de paramètres. Donc, le nom, c'est le nom qui est affiché. euh, juste, il est où? Ok, il est juste là. C'est le nom qui est affiché là. Il peut prendre aussi plein d'éléments comme par exemple ici la hauteur, si on veut grouper les previews, l'API level dans lequel on veut qu'il soit render, la langue par exemple, la police, il y a plein d'éléments que tu peux customiser. Tu peux même le mettre dans un téléphone. Si on ajoute ici par exemple device, il y a tout un ensemble de devices qui sont fournis en fait, beaucoup plus puissants. Render ça dans un device. Après moi, en général, pour ce type de composable-là, je ne le mets pas dans un device parce que ça n'a pas de sens. Mais je vais plus mettre dans un device un screen euh, au complet, mais pas un bout de UI comme ça. Donc voilà, donc, il faudra recompiler pour qu'il puisse soumettre à jour les previews à droite. Et aussi, un autre élément qui est intéressant avec les previews, c'est le fait de pouvoir lancer un preview sur un téléphone. Par exemple, là, je peux décider de lancer que ce preview-là sur mon téléphone. Par exemple, là, je vais essayer de le faire d'ailleurs. J'espère que ça va marcher. Parce qu'en démo, ça ne marche jamais. Ah ben voilà, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un build completed. Il y a tout fait. Ça ressemble typiquement à un problème de connexion. Elle n'arrive pas à utiliser ça. Alors, je vais synchroniser. Je vais rebuilder. Ok. Voilà, là, c'est bon. Là, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais lancer en fait sur mon téléphone. Et j'ai le content, c'est bien celui-là. Tac. Ah, aujourd'hui, c'est peut-être un autre. Mais je pense pas que même si c'était un autre. Euh, non, pas celui-là. Je veux celui-là. Contact. Parce que j'ai défini plus haut. Ah non, bon, attends, on va essayer de regarder rapidement. Si on ne trouve pas, on va passer. C'est peut-être dû. Euh, on va essayer. Je vais dire cela. Euh, on va voir.
Bon, c'est bon. Ok. Oula, il a rendu avec un truc. Ouais, c'est parce que je n'ai pas passé le thème au niveau de mon compose, de ma preview. Donc, c'est pour cela que le rendu est assez bizarre, parce qu'il n'a pas des informations sur le thème actuel, en fait. Donc, ça, pour corriger ça, il faut juste faire git compose thème et tu déplaces les côtés de la télé. Normalement, c'est suffisant. C'est pas suffisant. Et oui, les voix. Je pense que ce n'est pas le bon composant, hein, parce que là, tu étais en train d'éditer le footer. Alors que là, c'est le content Euh, que. ah, c'est le footer C'était que le. j'ai modifié. Ouais, c'est le footer. Où est-ce que je suis? Ah oui, c'est celui-là qu'il faut modifier. Content. Merci, Denis. Voilà. Ouais, c'est bien précieux, ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, il a juste rendu mon en composable. Bon, vous ne voyez pas tout le bas ni rien parce que c'est pas ça que je lui demande de rendre. Je veux juste cette information-là. Donc ça, pourquoi c'est intéressant? Je vous donne un cas pratique. Imaginez, vous avez une application qui a plein d'écrans, plein de niveaux, avec une profondeur qui est énorme. C'est qui est le cas en général de toutes les entreprises, toutes les applications qui se respectent. C'est pas juste un écran. Il y a beaucoup de profondeur. Imaginons, par exemple, c'est une application de paiement, par exemple, et que tu dois te connecter, tu dois faire des paiements et que tu as un écran qui est affiché comme feedback après le succès du paiement. Si tu veux voir le rendu de cet écran-là sur ton téléphone, il faut que tu te connectes, que tu fasses tous ces écrans-là pour y arriver. Alors, avec ça, et des fois même, c'est tellement complexe que c'est même difficile de pouvoir le faire depuis ton téléphone. Moi, j'ai vu des applications où, pour atteindre certains écrans, c'est tellement, excusez-moi du terme, c'est tellement chiant à faire que finalement, des fois, tu te dis que ça va juste tu laisses passer, quoi, parce que c'est compliqué d'atteindre cet écran-là. Mais là, avec ça, bah, tu déploies juste l'écran que tu veux. Bon, là, j'ai déployé juste un composable, mais j'aurais pu déployer mon screen tout entier, en fait, sans passer par le main activity. J'aurais pu euh, rendre celui-là, par exemple, directement. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui sont assez intéressantes du mode preview et des outils qu'ils fournissent. Je ne sais pas pourquoi, mais normalement, on a une petite amolette, une icône ici qui te permet de pouvoir personnaliser une preview sans modifier ça directement ici toi-même, en fait. Je ne sais pas pourquoi sur ma version, je ne l'ai pas. Mais normalement, dès que tu cliques, tu as une petite fenêtre qui s'affiche avec tous les paramètres qu'on a déjà ici, en fait, que tu peux renseigner facilement. Et ça, c'est un point que je voulais faire. Et aussi, un truc qui est intéressant, c'est que bah, tu peux afficher autant de previews que tu veux, en fait. Ça aussi, c'est assez pertinent. Par exemple, sur une vue bien précise, euh, sur un composable bien précis, tu veux voir comment il est rendu euh, dans différentes conditions, en fonction de la langue, en fonction je sais pas moi, de l'orientation, en fonction de plein de choses. Tu veux voir comment il est rendu. Donc, il y a ça. Euh, Qu'est-ce que je peux montrer encore? Ouais, un autre truc que je voulais montrer, c'est tout ce qui est testing aussi. Tout ce qui est testing, après je retourne sur les slides, je ne sais pas si j'ai le projet là ici. J'ai pas compris. Ouais, je l'ai ici. Donc ici, typiquement, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais lancer cette preview là d'abord, on voit. J'espère que je n'ai pas le même souci encore. Bah, après, bon, on est sur du Android, la compilation, on attend, on n'a pas
je sais pas comment vous appelez ça, lazy reload ou je sais pas comment on appelle ça là. Bah, nous, on ne l'a pas et ça ne nous dérange pas du tout. OK, donc j'ai buildé cet écran-là. Donc là, tu peux saisir le login, tu peux saisir le mot de passe qui est en clair, ce qui est très bien. Et quand les éléments sont remplis, il y a le bouton qui est activé. Donc typiquement, comment je fais ça? Bah, c'est juste ce composable-là qui gère tout ça. OK? Donc là, j'ai déclaré ici mes deux éléments, mes deux états. Donc, c'est un stateful, hein, donc tout est à l'intérieur. Donc, j'ai déclaré mes deux éléments avec ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le by remember et le mutable state of. À défaut, c'est vide, c'est vide. Ce sont ces deux variables-là que j'utilise en fait dans dans mes composable outline text fields. Donc, pour avoir ce champ-là, bah, c'est ce composant-là qu'il faut utiliser. Outline text field. Voilà, c'est celui-là qu'il faut utiliser et je lui donne la valeur et je lui donne aussi le comportement à avoir à chaque fois qu'on a un changement du texte. OK? Et ici, typiquement, comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans state hosting, on change la valeur. Donc, ici, attends, ce sera plus visible. Je vais mettre ça, new value. Ici, on a donc, c'est une fonction qui prend un paramètre et donc ça. Donc, pas là. Pourquoi il est c'est bizarre. Non, c'est pas. OK. Donc là, cette fonction-là, elle prend un paramètre new value et à chaque fois que j'ai une nouvelle valeur, je mets à jour cette variable-là, login value. Et je fais exactement la même chose avec le mot de passe. Donc, je lui donne la valeur qu'il doit avoir par défaut. Par défaut, c'est vide. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle valeur, je mets à jour ma variable. OK? Suleiman, C'est typique. il te reste beaucoup? Il te reste beaucoup? Parce que là, on a Oui, notre... excusez-moi. Je vais juste montrer le petit bout de test, en fait. Il est où? Donc, il est là. Donc, typiquement, aujourd'hui, si tu veux tester du compose, comme c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est les tests instrumentalisés, donc ce n'est pas les tests unitaires. J'espère vraiment qu'ils vont nous permettre de pouvoir lancer les tests de compose depuis la JVM sans forcément passer par un émulateur ou un téléphone. Mais ça ressemble beaucoup à du Espresso. Donc déjà, tu vas setup ça pour pouvoir lancer ton composable ici on screen. Puis tu vas récupérer les informations. Bon, je vais aller très vite, hein. Donc, typiquement, moi, j'ai un composable qui a comme texte login. Donc, je vais récupérer ça. Je vérifie s'il est visible. Donc, c'est typiquement ce que je fais ici pour le premier test. Et pour ce test-là, bon, je vais faire des actions, donc je vais remplir les informations et je vais vérifier est-ce que le bouton, est-ce qu'il est activé. C'est typiquement ce que je fais ici. Donc, je vais retourner rapidement au niveau des slides. J'arrête ce partage, je change de partage. Et cet écran-là qui va partager. Et le slide, c'est où? Et je lance. Donc, on a vu rapidement avec cette démo-là après, on aurait pu voir beaucoup plus de choses, hein. On voit que le temps passe très vite, donc il fallait faire très vite, mais on va essayer de voir certains éléments, des choses qui ont été faites dans la communauté aujourd'hui et qui utilisent Compose derrière. Par exemple, là, j'en montre trois. Un Compose for Desktop, qui va te permettre aujourd'hui de pouvoir écrire du code en utilisant les API de Jetpack Compose. Écrire une application desktop, Windows, Mac, Linux. On a Compose multiplateforme aussi, qui est un peu, qui a en interne du Compose desktop et qui va en plus te donner ce côté multiplateforme en fait. Donc toi, tu auras la possibilité d'écrire du code commun, que ce soit de la logique ou bien de la UI, et de pouvoir en fait lancer une application Android ou bien lancer une application Mac par exemple. Donc c'est assez puissant. Dommage, j'ai pas beaucoup de temps, sinon j'aurais montré un petit code par rapport à ça.
Et aussi, il y a il y a Mosaic qui est un petit outil, une petite console UI, un petit framework qui te permet de créer des applications en mode console qui utilisent aussi du Jetpack Compose. Donc, derrière eux, ils ne vont pas utiliser le mode UI, en fait, de Compose, mais c'est plus le mode, le runtime, en fait, qu'ils vont utiliser. Bon, les deux premiers, ils utilisent le UI parce que on va voir que ce sont les API de Android Compose, Android X Compose qui sont utilisés. Mais pour le Mosaic, ce n'est pas les API de Compose UI, en fait. C'est plus le compilateur et le runtime qui est utilisé. Et j'avais même vu, en fait, un exemple de la même personne, Jack Wharton, où il avait lancé une application Jetpack Compose sur du iOS. Je n'ai pas pu retrouver le truc, mais typiquement, c'est une chose qui est très possible aujourd'hui. Donc, on peut imaginer demain Jetpack Compose devenir un concurrent de Flutter ou bien comment on appelle ça, de React Native. C'est une chose qui est très possible. Mais je ne pense pas qu'ils le feront parce qu'il y a Flutter déjà qu'ils ont à Google, même si c'est des équipes différentes. Et je pense pas, parce que ce n'est pas le métier de la team Android de faire de créer des outils pour du iOS ou bien pour du desktop. Donc, je ne pense pas que ça va arriver. Mais peut-être ça arrivera dans la communauté, comme c'est le cas avec Compose for Desktop qui a été créé par JetBrains. Donc, pour résumer tout ça, Compose, Android, nous, on adore Compose parce que c'est top. C'est un outil qui est hyper simple à utiliser, qui est hyper intuitif, avec une excellente documentation. Et c'est le truc qui va être l'outil pour créer du UI par défaut, comme ce qui s'est passé avec Kotlin, qui aujourd'hui, toutes les nouvelles API, c'est du Kotlin. Et quand on va atteindre une certaine maturité de Jetpack Compose. Quand je parle de maturité, c'est toutes les API et tout ça. Quand on va vraiment tout avoir, parce qu'il y a beaucoup encore de widgets qui ne sont pas disponibles. Par exemple, c'est récemment qu'on a eu un composable pour ajouter Google Maps. Donc, quand on aura vraiment cette maturité-là, je pense que Google même, ils vont plus maintenir en fait l'ancien view system. En fait. Ils vont le mettre de côté. Il sera toujours là, mais il ne sera pas maintenu. Donc, je vous conseille vivement de l'utiliser parce que c'est un outil qui est top, quoi. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter. J'ai mis aussi quelques liens si vous voulez aller un peu plus loin sur le Jetpack Compose. Et j'avais écrit un article sur Medium où j'avais donné plein de liens sur par où commencer avec Jetpack Compose.